Bonjour à tous, ça y est, je vois que tout le monde commence à arriver doucement. Bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Expatimo, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce de Singapour, avec Alexia qui est présent, ou en tout cas qui sera présente dans le chat. Merci à toutes et à tous d'être ici avec nous. Alors pour nous, nous sommes basés en France exceptionnellement sur une heure assez matinale et on va commencer tout de suite par nous présenter. Donc moi, je suis William Demoustier, le fondateur de la société Expatimo. J'ai fait 12 années à l'étranger, dont 8 à Singapour, entre 2014 et 2021. J'ai fondé Expatimo depuis Singapour il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans. Et nous aidons donc les expatriés à investir en France dans de l'immobilier locatif. Et avec moi, Isabelle, qui nous a rejoint récemment et qui va se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, j'ai rejoint Expatimo aux côtés de William maintenant il y a quelques semaines. Je serai bientôt installée en Thaïlande pour être au plus proche des expatriés qui sont présents en Asie du Sud-Est. En quelques mots, en fait, moi j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Après des expatriations aussi de mon côté au Mexique et à Singapour, j'ai dirigé des agences immobilières avant de rejoindre un promoteur immobilier sur les régions Bretagne et Normandie. Voilà, donc j'ai une expertise dans l'immobilier et voilà, je serais ravie de vous accompagner pour des projets clés en main à distance, tout particulièrement depuis Singapour. Alors, on va reprendre rapidement notre ordre du jour. Donc, le programme aujourd'hui, en fait, c'est tout d'abord de voir pourquoi, en tant qu'expatrié, vous êtes dans une situation unique et comment votre statut peut vous permettre d'investir de façon stratégique en France. On évoquera bien évidemment également la question du financement, parce que c'est souvent la première étape d'un projet pour investir. Est-ce que les banques suivent? Dans quelles conditions et quel est le montage également fiscal optimum? Donc, William vous en parlera dans le détail. Et ensuite, on ira un peu sur le terrain. On vous donnera quelques pistes pour savoir où investir, dans quelle ville et sur quel type de bien. On vous présentera également quelques opportunités à saisir que l'on a actuellement. Et bien évidemment, tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a le chat sur lequel vous pouvez avoir accès et William ou moi répondrons en live au fur et à mesure de la présentation. Merci pour cette précision, j'ai oublié de le dire au début. En effet, vous avez un chat, alors qui est toujours un peu... vous avez un chat pour les questions et un chat général. Peu importe, vous pouvez poster les questions où vous souhaitez et on y répondra. Alors, bien, vivre à l'étranger, vivre à Singapour, c'est une aventure unique, mais c'est pas non plus sans défi parce que, en fait, quand on quitte la France, on quitte aussi certaines protections. Donc, il y a l'assurance chômage, il y a l'assurance maladie, mais il y a surtout, en fait, les cotisations à la retraite qui sont arrêtées. Donc, bien évidemment, quand on est expatrié et très vite, en fait, on pense à anticiper des revenus complémentaires pour pouvoir prévoir l'après-carrière. Et bien l'investissement, en fait, l'immobilier en France est un excellent moyen. En fait, c'est vraiment une réponse d'y parvenir parce qu'en fait, il apporte à la fois une rente, un patrimoine qui est transmissible, on le verra tout à l'heure, et puis en fait, vous êtes dans une situation en tant qu'expatrié, vous pouvez aussi limiter votre fiscalité en France par notamment des investissements sous certains régimes, dont le LMNP. Mais avant toute chose, on peut évoquer certains préjugés, et d'autant plus quand on est expatrié. Le premier préjugé, c'est concernant les risques d'impayés. On en entend souvent parler. Mais en fait, dans les faits, il y a moins de 2% d'impayés en France, donc quand on regarde statistiquement les chiffres. Donc ça veut dire que 98% en fait des locations et des investissements se passent bien. On peut limiter ce risque également, bien évidemment, quand on est stratégique, quand on choisit un bon emplacement
et ce qui favorise aussi des profils de locataires solides avec des emplacements de qualité. Et on est aussi là pour vous conseiller parce qu'on connaît parfaitement les villes dans lesquelles on peut vous suggérer d'investir. Et puis d'autres barrières en fait à ce risque d'impayé, c'est qu'on peut toujours prévoir une garantie, souscrire une garantie loyer impayé, ce qu'on appelle une GLI. Et là, dans ces cas-là, il y a la prise en charge à la fois des loyers, mais également des frais juridiques. Et enfin, depuis juillet 2025, donc cette année, il y a la possibilité en fait de signer le bail chez le notaire, chez un notaire. Et dans ces cas-là, s'il y a un loyer impayé, on peut aller directement via un huissier prélever en fait les loyers sur les revenus des locataires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec un partenaire notaire. Et je pense qu'on pourra vous en parler assez rapidement sur cette option qu'on pourra vous proposer. On a une question déjà de Nicolas Aubry. Merci Nicolas. Pour savoir la définition d'expatrié, savoir si c'est uniquement des contrats français ou pas. La réponse est non. Quand on parle d'un expatrié, on parle vraiment d'un Français ou d'un francophone qui vit à l'étranger, qui a un contrat soit français, soit un contrat local. Donc voilà pour cette précision. Pour ceux qui nous connaissent, sur toute la partie GLI, c'est quelque chose que l'on a mis en place récemment à l'agence Expatimo. Pour la simple et bonne raison que c'est donc déjà pour étoffer un petit peu l'offre d'assurance alors comment dire, au début, à titre personnel, je trouvais que c'était un coût que l'on devait porter nous-mêmes, c'est-à-dire un coût du risque. Une assurance, c'est pour couvrir un risque. Je suis un petit peu revenu dessus pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, dans le sens où on a eu quelques soucis sur certaines typologies, et on préfère mettre en place maintenant des assurances loyer impayé. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires là-dessus, on peut y répondre avec grand plaisir. Mais globalement, nous, on a un taux d'impayé à l'agence qui est inférieur au taux national. Donc voilà, grâce à ces stratégies qu'Isabelle mettait en avant, on est capable de présenter un taux inférieur à la moyenne. N'hésitez pas à utiliser le chat comme l'a fait Nicolas si vous avez des questions. Un deuxième préjugé. Ouais, voilà, un deuxième préjugé, c'est aussi sur la fiscalité. On peut penser qu'en fait la fiscalité qui est forte en France, hein, c'est d'actualité en ce moment d'ailleurs, ne permet pas d'être rentable. En fait, si, ça l'est, d'autant plus quand on choisit certains statuts et certains montages. Le statut LMNP, loyer meublé non professionnel, est voilà, merci. En fait, vous permet en fait d'éviter de l'imposition et de ne pas payer d'impôts pendant 8, 10 jusqu'à 12 ans. Donc ça, c'est vraiment un statut qui est intéressant. Et puis d'autre part, ce qui n'est pas le cas pour tous les expatriés, mais quand vous êtes à Singapour, en fait, vous bénéficiez d'une convention fiscale qui évite en fait que les revenus français soient également imposables à Singapour. Ça veut dire qu'en fait, vous ne payez que de la fiscalité en France sur les revenus immobiliers. Donc ça, c'est un avantage également qui est important pour tous les investissements que vous pouvez faire. On précise bien ce point parce que même si ça vous paraît naturel depuis Singapour, pour y avoir vécu moi-même, c'est pas le cas. Par exemple, si derrière vous déménagez au UK ou aux US, où là il faut bien anticiper son régime fiscal, on en reparlera plus tard. Mais voilà, à Singapour, vous n'avez pas de double imposition, donc vous avez une situation privilégiée par rapport à ça. Et petit aparté, pour être moi-même rentré en France après 12 années d'expatriation à Singapour et à Dubaï cet été, je vous confirme que la France est un vrai petit paradis fiscal, même pour les entrepreneurs, et pour rentrer en France, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Un dernier préjugé, mais qu'on entend aussi souvent, c'est concernant en fait la gestion, parce que ça peut être beaucoup de paperasse, beaucoup de préoccupations, mais en fait, tout peut être délégué, et Expatimo vous accompagne également dans le clé en main à 100% en fait de A à Z, parce que voilà, on vous propose la gestion locative dans nos services. Donc ça veut dire que vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est de percevoir les revenus et de prendre les décisions stratégiques.
On vous propose un suivi en ligne, vous recevez les loyers, vous avez bien évidemment les charges, on s'occupe des travaux s'il y a des travaux à réaliser. Donc, c'est réellement à la fois une acquisition qui peut se faire à distance, où là, on vous accompagne avec nos chasseurs immobiliers pour pouvoir répondre à vos objectifs dans le cadre de votre projet d'investissement. Et ensuite, on prend également totalement le relais sur la mise en location et sur la gestion, ce qui fait que c'est très simple pour vous, en fait, d'investir à distance, même de Singapour. On a deux petites questions. Une première sur le LMNP. Claire, je reviendrai dessus plus en détail plus loin dans la présentation. Et en ce qui concerne la Thaïlande, à ma connaissance, il n'y a pas non plus de double imposition entre la France et la Thaïlande. Donc ensuite, on va passer au vol. Alors, voilà, après avoir vu les préjugés, évoquons l'immobilier en tant que socle historique. Tous les Français rêvent d'être propriétaires de leur résidence principale ou voilà, d'avoir un actif immobilier. C'est vraiment l'actif préféré des Français. Ouais, c'est en fait assez simple. En fait, là, c'est un actif tangible qu'on touche. C'est aussi un actif qui est facile à transmettre, notamment à ses enfants. Et puis aussi, c'est sécurisé. On le verra plus en détail tout à l'heure, mais ce sont des biens qui prennent de la valeur, qui suivent l'inflation, voire même qui vont au-delà de l'inflation, avec des loyers qui ne cessent d'augmenter, des valeurs patrimoniales en fait qui restent inscrites et qui tiennent dans le temps. Si on regarde en fait la valeur de l'immobilier depuis des décennies, on voit qu'en fait ça ne cesse d'augmenter et que c'est vraiment des actifs qui sont tangibles, contrairement à certains autres actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Et puis en fait l'actualité et la crise de l'immobilier qu'on voit en France, notamment dans l'œuf depuis maintenant 3-4 ans, avec le fait qu'il y ait beaucoup moins de construction, puisqu'en fait il y a une chute des permis qui depuis maintenant 3 ans, avec une chute de moins 34% en fait qui a été constatée en 2024 sur 2023, qui était déjà une mauvaise année, qui fait qu'en fait chaque année on perd en France entre 130 et 150 000 logements. Donc autant dire que cette pénurie de logements est très importante et forcément ça profite aux investisseurs, à ceux qui sont propriétaires de logements locatifs, puisqu'il y a une forte tension locative et que ça sécurise forcément les investissements et ça amène de la performance également avec des loyers qui ne cessent d'augmenter. C'est une très belle transition sur la prochaine slide. C'est pour ceux qui ont déjà écouté plusieurs de nos conférences, le sujet de la tension locative n'a pas forcément été abordé jusqu'ici. Pour l'avoir moi-même expérimenté cet été pour trouver un logement en location en France, la tension est très très forte et on va vous détailler ça dans la prochaine slide. Alors effectivement, par rapport à cette chute de construction, notamment avec les programmes neufs, on a en fait une augmentation de la demande de location qui est de l'ordre de 30%. Donc, si on compare les chiffres de 2024 par rapport à 2019, ce qui est vraiment conséquent. Il y a des territoires qui sont également beaucoup plus tendus que d'autres. Et en fait, cette tension locative, elle n'est pas uniquement due aux étudiants ou aux jeunes actifs, comme souvent on peut l'entendre. Mais en fait, on a bien évidemment les étudiants et ces jeunes actifs qui recherchent, malgré en fait la construction de nombreuses résidences étudiantes qu'on a vu fleurir ces dernières années, il y a toujours une forte pénurie. La plupart des parents dont j'ai fait partie, dès qu'on a la publication des résultats des enfants, de nos enfants, en fait, on recherche le studio dès juin, même si on doit payer les loyers sur juillet et août pour pouvoir avoir la certitude d'avoir un logement pour son enfant pour sa rentrée universitaire. Mais on a aussi un autre public. En fait, ce sont toutes les personnes et les familles monoparentales, savoir les personnes qui sont divorcées, parce qu'en fait, chaque année, il y a à peu près 120 000 divorces. Donc, c'est autant de nouveaux ménages qui sont à reloger.
Et enfin, on a également les seniors et les retraités. De plus en plus, et tant mieux, les seniors vivent chez eux. Souvent, ce sont des personnes seules. Et qui eux-mêmes aussi demandent des logements, peuvent abandonner leur maison qui est un peu plus en retrait de la ville et cherchent à se rapprocher de tous les services. Donc en fait, on a des tensions locatives auprès de différents publics et avec une demande de typologie qui est très variée. Donc ce qui permet aussi d'investir de façon sécurisée dans plusieurs types de biens. Parce qu'on a à la fois du studio petit terrain meublé, on a également de fortes demandes en colocation. On le voit de plus en plus sur les différentes villes avec la location de chambres individuelles meublées, ce qui permet en fait, notamment pour les étudiants, voire même des personnes qui se retrouvent seules après des divorces, d'avoir des loyers un peu moins élevés. Et puis aussi des recherches sur les T2, des T3 pour des jeunes actifs ou des personnes seules ou seniors. Donc, la demande locative est vraiment très, très variée et ce ne sont pas que des étudiants qui recherchent. Ouais, je renforce vraiment le message par rapport à ça et je trouve ça personnellement assez malheureux pour notre pays. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne peuvent plus forcément acheter leur première résidence principale, donc les locataires restent locataires plus longtemps en France, ce qui accroît la tension. Et on l'a vu notamment sur l'augmentation des loyers dont va parler Isabelle tout de suite. Exactement. En fait, la conséquence directe, c'est que les loyers augmentent. On a une augmentation en fait en moyenne sur la France des loyers de 3 à 5%, notamment sur les villes étudiantes où il y a encore plus de pression. À Paris, on n'en parle même pas, en fait, et dans les grandes villes, mais Paris, on voit sur certains logements jusqu'à 500 dossiers pour un seul logement, donc ce qui est complètement incroyable et complètement dingue. Et dans les villes moyennes aussi, il y a de plus en plus de tensions locatives. Il faut savoir que certains campus également étudiants se déplacent et s'installent dans des villes moyennes pour des raisons aussi de foncier qui sont moins chères. Et donc, tout ça fait que c'est pour les investisseurs une véritable opportunité, à la fois parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce que les loyers ne cessent d'augmenter au-delà de l'inflation. Et là encore, un petit retour d'expérience. Pour ceux qui nous connaissent, on est très présent sur la ville de Mulhouse. Et souvent, l'une des premières questions, c'est savoir, ok, très bien, je vais avoir de la rentabilité, mais est-ce que je vais pouvoir le louer? Nous, en 5 années, on a vu une tension locative qui est passée d'un niveau moyen à un niveau assez fort. Donc même sur ce type de ville, on arrive à servir toujours de bons rendements et avec une tension locative qui s'est largement accrue. Là, il faut savoir que sur notre parc locatif, maintenant, on gère plus de 350 appartements. À l'agence, on a 98% de taux d'occupation et les 2%, c'est soit des appartements en travaux ou c'est une vacance qui est faible. Donc on a tout simplement pas de vacances locatives sur les logements qu'on loue. Et bien sûr, qui sont des logements qu'on a fait acheter à nos clients. Et je vais rajouter aussi, pour en avoir visité aussi dernièrement en ayant rejoint Expatimo, dans lesquels on a souvent fait quelques travaux d'aménagement, de rénovation et aussi de décoration, puisque William va en parler, mais on propose souvent le statut LMNP. Et donc les logements sont hyper chouettes, hyper attractifs. Donc c'est vrai que forcément ça, c'est aussi très attrayant pour des locataires qui quelquefois ont en proposition des logements qui sont franchement pas terribles ou pas toujours bien conçus. Maintenant, je vais brièvement aller vers ce qu'il faut, enfin les pièges à éviter et les opportunités à saisir. Je vais commencer par les pièges. Et avec un message global qui est de rester sur des investissements qui restent simples. Pourquoi? Parce que vous êtes basé à l'étranger, vous pouvez pas tout gérer. Et tout ce qui est, par exemple, Airbnb, etc., il y a, à mon sens, à notre sens, un risque légal qui est pour moi trop fort et qui n'est pas compensé par la rentabilité. Un risque légal, c'est quoi? C'est que tout simplement une ville interdise Airbnb ou contraigne de manière trop forte Airbnb et que le plan A, le business plan que vous étiez mis sur Airbnb, ne fonctionne pas. Alors, on l'a vu dans plusieurs villes comme Paris, même Marseille.
où c'est assez compliqué de gérer ce type d'appartement dans toute légalité. Je prends aussi l'exemple de Nice où on a souvent la volonté de vouloir louer un étudiant pendant 9 ou 10 mois et ensuite de mettre en Airbnb l'été. Mais la réalité opérationnelle est tout autre, de faire une transition 2 fois par an au début et à la fin de l'été. Donc voilà, il faut faire attention au rendement réel de ce type d'exploitation. Tout ce qui sort un petit peu du cadre de l'ordinaire, pareil sur les co-living, etc. C'est des modes d'exploitation qui sont pas forcément faciles à gérer de manière opérationnelle sur place. Donc ça fait partie des pièges pour nous dans l'immobilier. D'autres pièges aussi qu'il faut considérer, alors ce sont les politiques locales. C'est toujours un petit peu un sujet touchy en France de parler politique, mais malheureusement on a vu des villes qui se sont fortement dégradées en France, que ce soit d'un point de vue commerce, économie, sécuritaire, des personnes donc des entreprises qui en partent ou des entreprises qui n'y s'y installent pas. Donc on a mis quelques exemples. Donc il y a bien sûr dans ce type de ville toujours des affaires à faire, etc. Notre message c'est pas forcément de ne pas y aller, mais c'est d'être très très prudent par rapport aux politiques locales qui ça a été prouvé, certaines dégradent la ville et notamment la valorisation du capital. C'est les villes qui sont citées, donc Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux et Grenoble font partie des villes qui ont le plus chuté dernièrement. Et c'est pas à cause forcément d'une crise immobilière, parce que par exemple si vous prenez Paris 8e, si vous prenez Marseille, Nice, c'est des villes qui n'ont pas du tout baissé. Donc il y a il faut bien prendre en compte la politique locale, notamment économique. Et il faut faire aussi attention aux promesses trop belles sur des rendements affichés qui sont pas réalistes, sur des rendements ou sur des loyers, par exemple, qui ne sont pas réalistes par rapport au quartier. Ce sont des projets qui sont mal sécurisés sur lesquels il faut faire attention. Mais il y a aussi plein de belles opportunités. On l'a vu sur l'immobilier locatif résidentiel avec la tension locative. Donc nous, c'est pour ça que depuis 5 ans, on privilégie la location de longue durée, que ce soit en meublé ou en nu. Il y a aussi des convictions morales par rapport à ça, d'offrir des logements, du créer du logement en France par rapport à donc pas simplement d'aller chercher uniquement une rentabilité qui sera risquée, mais aussi de proposer des logements longue durée. On va le voir ensuite, l'une des plus belles opportunités qu'offre l'immobilier, c'est donc le crédit bancaire via l'effet de levier, avec des taux qui sont encore attractifs, on va le voir. Et il y a des villes, notamment en région, qui sont toujours très prometteuses, avec une forte dynamique économique. On va vous faire un petit tableau en fin de présentation également pour vous les présenter. Et Paris, pour nous, reste toujours une belle opportunité si vous visez le patrimoine. Je vais aller un petit peu plus dans le détail sur la création de valeur dans l'immobilier, avant d'aller sur le crédit en lui-même. L'immobilier, en fait, a 4 piliers principaux de création de valeur. Le premier, c'est le remboursement du capital. On va le voir. Donc, c'est l'effet de levier. C'est votre capacité à acheter un actif d'un certain montant avec un montant plus inférieur. Donc, juste simplement avec votre apport, vous allez pouvoir acheter un actif à 200, 300, 500 000 euros et plus. Ça, c'est la première création de valeur. On va en revenir en détail un petit peu plus juste après. Ensuite, on a toute la partie cash flow, donc c'est-à-dire que c'est la liquidité que vont pouvoir créer certains types d'investissements qu'on appelle à cash flow positif dans certaines villes, qui vont pouvoir créer un petit bas de laine tous les ans. Alors ça va pas vous permettre de vivre tout de suite, mais ça va vous permettre de pouvoir anticiper des travaux, etc. Il faut savoir que notamment l'immobilier est un rempart contre l'inflation. Au-delà de l'actif lui-même, le capital qui augmente avec l'inflation, le fait de pouvoir emprunter de l'argent à un taux fixe vous protège contre l'inflation. Pourquoi ? Parce que vous empruntez à un taux fixe et vous avez une inflation constante. Il faut savoir que même si aujourd'hui l'inflation est revenue à 2%, d'après les derniers chiffres en Europe, 1 000 euros d'aujourd'hui vaudront entre 400 et 600 euros dans 20 ans. Donc l'effet de l'inflation, on ne le voit pas tous les ans, mais il rogne la valeur monétaire. Et donc le fait de pouvoir emprunter avec une monnaie qui vaudra moins dans certaines années, compenser tout ça par des loyers qui augmentent, on l'a vu dans les slides précédentes,
c'est un vrai rempart qui vous permet de pouvoir battre l'inflation. Et derrière, ensuite, vous avez une plus-value espérée à la revente du bien. On le voit sur la tension des logements, qui est un vrai problème d'offre en France. Donc, on peut espérer une plus-value, au moins basée sur l'inflation, sur 10-20 ans. Donc, je vais revenir maintenant sur l'effet de levier, qui est pour moi l'arme secrète de l'immobilier. Et entre nous, le seul réel avantage d'investir en France, c'est l'effet de levier par rapport à tout autre actif. Pourquoi? Parce que avec 50 000 euros d'apport, vous allez pouvoir investir sur un actif qui en vaut 200 000. Donc, ça reste un effort d'épargne qui est limité pour ce type d'actif. Et vous allez pouvoir faire travailler la banque qui va acheter l'actif et les locataires vont rembourser la banque sur 10, 15, 20 ans selon ce que vous voulez faire. Donc ça, par exemple, si vous avez 200 000 euros de liquidité, au lieu de les mettre, par exemple, 200 000 euros dans un seul et même actif, vous pouvez très bien acheter un actif qui en vaut 800 000 avec ces 200 000. Et cet effet de levier, tant que vous êtes actif à Singapour, ce que vous l'êtes tous en général, vous permet de pouvoir capitaliser et de démultiplier les pains avec votre apport. Donc, utiliser de l'argent de la banque, c'est primordial. Et alors, même si on a certains clients qui préfèrent acheter cash pour X ou Y raison, d'héritage, etc., notre recommandation, c'est de toujours acheter à crédit, même si c'est sur un crédit de 5 ou 10 ans, pour pouvoir créer un effet de levier. Et dans l'effet de levier, il y a d'autres opportunités à créer avec votre banque. C'est de créer du nantissement. Les banques ont besoin de liquidité, elles sont friandes de liquidité. Donc, sur le même schéma que je vous ai présenté juste avant, au lieu de mettre 50 000 euros d'apport dans ce projet à 200 000 tout compris, nous, notre recommandation, c'est de jouer le jeu de la banque, notamment sur la création d'une valeur nantie d'environ 20 000 euros sur cette proportion, qui vous permet en fait d'emprunter plus. C'est-à-dire que vous allez mettre, donc sur les 50 000, il y a 20 000 qui vont être à la banque et 30 000 qui seront en apport, et la banque va vous prêter 180 000 euros. Ça permet d'avoir un effet de levier encore plus important, sachant que ces 20 000 euros travailleront sur un compte titre de la banque, sur des ETF ou sur ce que vous voulez, placés sur les marchés avec une rémunération qui sera adaptée au risque que vous souhaitez prendre. Donc voilà, là encore, avec la banque, il faut jouer le jeu, c'est un partenaire, c'est la clé de voûte du projet. Donc au-delà du nantissement aussi, bien penser à prendre les assurances à la banque, les produits, les cartes bleues si elles vous en demandent, au moins pour l'ouverture, ouvrir des comptes pour les enfants si besoin. Il y a aussi des banques privées qui ont des effets de levier assez importants. On a des partenaires et des courtiers qui peuvent vous accompagner là-dessus, des partenaires bancaires, notamment en banque privée, où quand vous placez 300 000 euros chez eux, ils vont vous prêter 1 million d'euros pour investir dans l'immobilier locatif. Donc, ça permet de faire un effet de levier qui est très important pour ensuite préparer l'après. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le crédit. Moi, j'adore cette slide. Ça permet de prendre de la perspective. C'est les taux de crédit immobilier sur 40 ans. Pour vous montrer que les taux restent bas aujourd'hui. Ils restent d'autant plus bas qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher pour vous d'emprunter dans l'immobilier que la France d'emprunter sur son taux OTA sur les marchés financiers. Donc, on est dans un paradoxe qui n'a pas eu lieu depuis 15 ou 20 ans, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que ça vous coûte moins cher, le risque est moindre aujourd'hui pour un investisseur d'acheter de l'immobilier que pour la France elle-même d'acheter sur les marchés financiers. Alors, je ne pense pas que cette situation va durer très longtemps. Donc, il y a une réelle opportunité aujourd'hui. Les taux sont entre 3,2 et 3,8 pour nos clients expatriés, selon les profils, ce qui reste très compétitif au vu de cette échelle sur 40 ans. Donc, en fait, la situation qu'on a eue entre 2016 et 2021-2022 était la situation exceptionnelle. Personnellement, je ne pense pas que les taux reviendront à 1% avant des décennies. Donc là, voilà, je préfère être clair là-dessus sur ce sujet. Est-ce que les taux, alors, il y a une question de Nicolas, est-ce que les taux sont plus élevés dans ce moment? Alors, pas forcément, non. Alors, l'écart par rapport à un résident français, il n'est pas sur le taux. Honnêtement, c'est quasiment le même en ce moment. C'était plus le cas parce qu'un résident français, il y a 3 ans, empruntait peut-être à 0,9 et un expat à 1,2. Aujourd'hui, ce gap s'est largement resserré.
La différence, en effet, elle est plus sur le nantissement. Alors, peut-être que vous pensez que ça fait beaucoup, mais il faut savoir que la banque, elle n'a pas d'autre garantie que ce nantissement. C'est-à-dire que vous n'avez pas vos salaires qui sont domiciliés chez elle. Et donc, la banque, elle a besoin d'avoir un minimum de garantie. C'est un partenaire bancaire. Elle vous connaît pas forcément, même si elle prend d'autres garanties ailleurs, que ce soit des assurances sur décès, invalidité. Elle prend aussi une assurance sur soit hypothécaire, soit prêteur de dernier sur le bien. Elle a besoin aussi que vous jouiez le jeu avec elle. La banque, il faut savoir que ça reste un commerçant. C'est pas simplement une personne qui est là pour prêter de l'argent. Donc, ce commerçant, il a besoin d'avoir une contrepartie. En tant que résident à l'étranger, elle peut pas vous vendre des produits d'assurance vie, des PEA, etc., sur lesquels elle aurait des droits de garde, par exemple. Donc, elle vous nantit une certaine somme qui sera placée sur compte titre. Alors, pas toutes les banques le proposent. Le compte titre, c'est le plus optimisé. Compte titre plus ETF, c'est le plus optimisé à la banque. Il n'y a pas toutes les banques. Certaines banques imposent à ce que ce soit passé sur des produits à elles, donc bien sûr sur lesquels il y a un petit peu plus de frais de frottement. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, mais c'est la seule clé de voûte pour pouvoir accéder à un effet de levier qui, encore une fois, a un côté. Enfin voilà, on travaille tous dans le système est capitaliste et ça passe par l'emprunt. Donc voilà, Nicolas, pour répondre à votre question. Les protections prévues contre les locataires qui cessent de payer leur loyer et refusent de partir. Donc la première qui est, il y a différents types de garanties. Soit c'est des garanties d'un garant physique, soit ça peut être une GLI, donc garantie loyer impayé. Donc ça c'est une assurance privée que l'on met en place, qui coûte environ 3% du loyer. On parle souvent des garanties visales. Nous on la recommande pas forcément parce que elle rentre dans des cadres très spécifiques de conditions d'obtention, enfin surtout pour pouvoir récupérer quand il y a un sinistre, la garantie visale est pas forcément très fiable, donc nous on la recommande pas forcément. Et ensuite, il y a toute la procédure judiciaire qui prend plus ou moins longtemps, et on est en train de regarder nous à l'agence pour mettre en place des baux notariés. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis 2025, on peut mettre en place des baux notariés. Le beau notarié fait office de jugement. Donc, si le locataire ne paye pas, on peut directement aller ponctionner sur les comptes de l'employeur, enfin sur le salaire, pardon, pas sur les comptes de l'employeur, sur le salaire de la personne. On peut directement aller demander un remboursement express auprès de la banque, du locataire, etc. Donc ça, en toute transparence, c'est pas encore quelque chose que l'on a mis en place, c'est quelque chose que l'on regarde pour mettre en place, et notamment pour essayer de concurrencer une garantie un loyer impayé, puisque même si le bail notarié coûte, on est en train de définir les prix avec des notaires partenaires, ça va être sûrement entre 400 et 800 euros par bail. Faut mettre ça en face d'une garantie loyer impayé sur 2-3 ans, et pour voir de quelle manière c'est compétitif. Parce que l'avantage, c'est que vu que ça vaut pour jugement, on n'est même pas obligé de faire passer, de passer devant un juge pour pouvoir obtenir réparation. Ça vaut directement pour jugement, donc ça accélère la procédure. Ça se fait tout simplement par huissier, et effectivement, il n'y a plus besoin de lancer une procédure au tribunal, donc ça facilite à la fois les démarches juridiques, mais également on gagne du temps par rapport à ce qu'on avait par le passé. Donc voilà, sur la partie bancaire, encore une fois, c'est vraiment la clé de voûte. Il faut jouer le jeu de la banque. Les taux sont très faibles. L'effet de levier, c'est tout simplement magique. Donc si vous avez des questions là-dessus, on a des partenaires bancaires et courtiers spécialisés expatriés qui peuvent vous accompagner également. Alors, création d'une holding à Singapour pour investir dans l'immobilier en France, pour sortir de l'encadrement des 35% d'endettement. Oui et non. D'expérience, plus le schéma est simple, plus c'est facile d'emprunter. Plus le schéma est complexe, plus ça va être compliqué. Faire une holding à Singapour pour sortir du cadre du taux d'endettement, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Le problème de la holding à Singapour pour y loger de l'immobilier, c'est que, en tout cas, la banque en France n'aura pas la main sur cette holding parce qu'elle ne sera pas sur le droit français. Donc, d'expérience, elle sera naturellement plus frileuse. Alors, il y a peut-être des banquiers privés très spécialisés et donc on est
bien sûr, du coup, sur des montants plus à partir du million d'euros qui peuvent éventuellement faire ce type de schéma, mais je l'ai jamais vu pour le moment, je l'ai jamais vu ce type de schéma. Et enfin, je dis pas que ça fonctionne pas, mais voilà, je pense qu'il faut rester dans un cadre assez simple. Il y a d'autres solutions pour sortir du cadre d'endettement, qui sont tout d'abord sa relation avec son banquier, avoir des comptes, enfin voilà, dans le sens où vraiment c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Personnellement, j'ai réussi à sortir de ce taux d'endettement, mais c'est uniquement sur le long terme. C'est en montrant qu'on a déjà commencé à rembourser une partie du capital, et c'est surtout en plaçant de l'argent sur le compte de la banque. Et là, on peut sortir assez facilement, je dirais pas ça, mais du taux d'endettement de la banque. Alors, ce que veut dire Amaury, pour ceux qui maîtrisent moins ça, c'est vous avez un taux d'endettement qui est basé sur vos revenus et vos dépenses, donc soit loyer, impôts, etc. Et vous pouvez pas en théorie dépasser ces 35%. Donc il existe des solutions sur le long terme pour les dépasser, mais bien sûr il faut capitaliser au fur et à mesure. Alors pour répondre à la question de Claire au début sur la partie fiscalité, donc on a deux régimes principaux qui sont le LMNP et l'IS. Je mets en perspective aussi dans les schémas à chaque fois la partie réelle. Donc voilà, je vais venir en détail. Donc on a trois périodes principales dans la vie de l'immobilier. La première, ce sont les 10 premières années. Ensuite, entre 10 et 20 ans, donc une fois que, je vais revenir dessus, mais on a amorti le capital en régime LMNP et à l'IS, et ensuite l'impôt sur la plus-value à la revente. Donc sur la première partie, et pourquoi le LMNP? Alors, je mets LMNP dans ce cadre-là et LMP dans le même chapeau. Bien sûr, après, on pourra rediscuter en détail si vous avez des questions sur ces deux régimes, mais voilà, on va rester large. En fait, donc, si on part d'un loyer base 100, on va pouvoir déduire de ces loyers, tout ce qui nous a permis d'exploiter ce loyer. Donc, c'est-à-dire les charges de copropriété, les taxes foncières, les intérêts d'emprunt. Même si vous allez en France pour une AG d'un appartement, vous pouvez déduire tout ce qui vous a permis de pouvoir exploiter ce loyer. Vous pouvez le déduire. Et donc voilà, donc quand on est au réel, on arrive par exemple sur une base 70 et ensuite vous allez payer de l'impôt sur une base de 70. La particularité du LMNP, donc là le LMNP, donc c'est loueur meublé non professionnel, vous achetez en nom propre, mais vous êtes comme une mini société. Donc vous allez pouvoir amortir du prix du bien, amortir le prix du bien des loyers. Donc cette base 70, vous allez la ramener à 0. Donc du coup vous allez payer 37% d'impôt de 0. Et ce pendant toute la durée de l'amortissement qui sera entre 8 et 15 ans selon la typologie de bien. Si le bien est très rentable à Mulhouse, c'est plutôt 8-10 ans, et un bien qui est moins rentable, comme à Paris, sera plus une quinzaine d'années. Et à l'IS, on a exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on peut amortir le prix du bien également comme un actif dans une société. Après 10 ans, une fois que l'amortissement est consommé, est terminé, le régime LMNP va se rapprocher du réel. La seule différence, et d'ailleurs il faudrait que j'update un petit peu mon schéma par rapport à ça, c'est que vous pouvez vous mettre en micro-BIC. Micro-BIC 50, ça veut dire que vous allez pouvoir sur votre base 100 réduire de 50% votre base imposable. Donc vous allez payer uniquement 37% d'impôt sur une base 50 et pas sur une base 100. Ce qui est très avantageux. Et nous, à chaque fois qu'on vous présente un business plan, vous pouvez vous projeter même sur cet après-amortissement pour voir exactement le cash flow que vous aurez. Et à l'IS, la différence, c'est que l'imposition est plus faible. C'est-à-dire que vous aurez une imposition dans votre bulle. Donc l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est type SCI, ou si vous faites une SARL de famille, vous aurez un impôt de 15% seulement. Donc ça fait une bulle très optimisée. Ensuite, se poser la question de la revente. C'était la question principale de Claire. Donc sur la partie réelle, vous allez dans ce schéma, le prix d'acquisition du bien est en bleu foncé et la plus-value est en bleu clair. Et en noir, c'est la base imposable. Donc en réel, vous allez être imposé uniquement sur la plus-value. Donc vous avez acheté votre bien 100, vous le revendez 120, vous êtes imposé. Alors je vais prendre le worst case scénario, vous êtes imposé à 30% de 20. Et ce que veut mettre en évidence Claire, c'est que sur le LMNP, maintenant, on va prendre en compte l'amortissement du bien
dans le calcul de la plus-value en LMNP. Donc, ça a changé depuis là 2025. L'impact, pour moi, est assez faible parce qu'on oublie souvent que l'impôt est dégressif dans l'immobilier. L'impôt sur la plus-value, pardon, est dégressif. Donc, à partir déjà de la 5e année, pour moi-même, à titre personnel, avoir déjà revendu des biens, l'impôt à la revente est, à mon sens, assez négligeable dans la prise de décision, même si on prend en compte l'amortissement. Pour la simple et bonne raison que déjà au bout de 30 ans, vous ne payez plus d'impôts du tout, donc sur la plus-value. Donc on est souvent sur des projets de long terme, alors je dirais pas forcément jusqu'à 30 ans, mais au moins jusqu'à 10, 15, voire 20 ans. Et en fait, l'impôt que vous allez payer sur la plus-value, même si vous réintégrez les amortissements, reste à mon sens assez faible. Et encore une fois, si vous avez fait une plus-value et vous avez bien optimisé l'impôt pendant toute la durée de l'exploitation. Il vaut mieux, c'est un calcul mathématique assez simple, il vaut mieux pas ou peu payer d'impôts pendant 20 ans et avoir plus d'impôts à la sortie que payer plus d'impôts pendant l'exploitation du bien et moins d'impôts à la sortie. À la fin, l'enrichissement est plus important dans le premier cas. Et à l'IS, donc c'est similaire au LMNP, sauf que vous n'avez pas l'imposition sur la revente n'est pas dégressif. Et après, derrière, vous devez sortir, une fois que l'argent est dans la société, vous devez sortir et vous avez 30% d'impôt sur les dividendes. Alors, quand vous êtes basé à Singapour, vous n'aurez pas cette imposition. C'est uniquement dans le cas où vous serez en France. Donc, voilà un peu sur les régimes fiscaux. On peut en discuter plus longuement aussi cas par cas en prenant rendez-vous, etc. Voilà, si vous avez des questions. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat sur. Alors, Amaury, non, la garantie loyer impayé et la vacance locative, c'est vraiment deux choses différentes. C'est que quand le bien est vide, il existe des assurances pour la vacance locative, mais elles sont hors de prix. La garantie loyer impayé, c'est si un loyer n'est pas payé. Est-il possible de passer en régime LMP réel ou LMP microbique après 10 ans? Oui, on peut passer, et d'ailleurs c'est la meilleure stratégie, Olivier, de commencer en réel. Et d'ailleurs, nous, quand on présente une fiche, on a un tableau assez précis année par année qui vous explique quand est-ce qu'il faut passer en microbique. Donc la meilleure stratégie fiscale, en effet, enfin l'une des meilleures, après chaque cas est différent, c'est de commencer en LMNP réel. Et donc, vous amortissez les biens, vous déclarez au réel, et ensuite, vous passez en microbique 50 quand c'est opportun, quand l'amortissement est principalement consommé. Je vous propose de continuer. On a encore d'autres choses à vous présenter, notamment sur les villes et sur les stratégies d'acquisition. On pourra revenir pour les questions-réponses sur toute la partie financement et fiscalité avec grand plaisir. Isabelle, je te laisse la parole. Merci. Alors maintenant, après avoir vu les stratégies et notamment sur la fiscalité, quelques villes où il nous semble bien d'investir par rapport aussi à des objectifs qui sont totalement personnels. Alors comme on peut le voir, on voit sur le haut du tableau Nice, Paris. Assurément, ce sont des villes où en fait on va chercher une valeur patrimoniale par excellence, comme le disait William, puisqu'en fait ce sont des demandes locatives où on trouve en fait de la pérennité, il y a de la valorisation assurément à long terme. Par contre, ce sont des villes où les prix sont plus élevés également à l'acquisition. Donc même si les loyers sont forts, en fait là on se retrouve avec des rentabilités immédiates en fait qui sont plus limitées. Donc on est sur une valeur patrimoniale excellente, mais avec proportionnellement des rentabilités moins importantes. Après, on retrouve des grandes villes qui sont dynamiques, qui sont aussi souvent avec des vies étudiantes qui sont importantes. Donc là, on a Marseille, Toulouse, Lille, Montpellier, où en fait on a des demandes qui sont importantes. La valeur du patrimoine aussi investi est stable et ne cesse d'augmenter également dans ces villes. Et on a des rentabilités qui sont là un peu plus importantes que moyennes. Donc là, on a un véritable équilibre entre le patrimoine et la rentabilité. Donc des investissements qui se font entre des rentabilités 5, 6, voire 7% sur Montpellier. Et enfin, on a des villes qui sont plus régionales, comme Le Havre, Mulhouse, Tourcoing, Roubaix. Mulhouse,
Expatimo a notamment fait ses premiers investissements, où ce sont des villes qui sont en plein renouvellement, où il y a une vraie dynamique également au niveau des étudiants qui attirent beaucoup de jeunes actifs parce que les loyers sont moins importants. Les prix de vente aussi sont beaucoup moins importants proportionnellement, ce qui fait qu'on réussit à obtenir des rentabilités qui sont plus fortes, qui génèrent souvent également du cash flow positif. C'est le cas sur Mulhouse, également sur Le Havre, qui est une ville très intéressante. Et dans le nord, juste auprès de Lille, on a Tourcoing-Roubaix. On a déjà fait investir plusieurs également de nos clients expatriés. Donc, en fonction de la stratégie des territoires, et de vos objectifs également patrimoniaux. En fait, on a plusieurs villes ou biens et des biens à vous proposer, puisqu'en fait, sur ces secteurs-là, nous avons des chasseurs immobiliers. Donc, en fonction de votre projet, donc que l'on découvre ensemble, on va demander à nos chasseurs d'aller rechercher le bien qui répond spécifiquement à vos projets, à vos objectifs et dans votre budget. Pour être bien clair, nous, on ne conseille pas d'investir dans une ville plus qu'une autre. On offre un panel de villes qu'on a choisi sur 2 critères principaux. Le premier, c'est la zone économique de la ville. S'assurer que, typiquement, on a choisi Mulhouse et pas Saint-Étienne, parce qu'à Mulhouse, c'est frontalier avec Bâle. Il y a toute la pharmaceutique suisse qui est basée là-bas. Il y a le TGV, il y a un aéroport international avec 4 vols par jour sur Dubaï. Dubaï, c'est un exemple pour vous montrer que c'est alors que Saint-Étienne, on passe pas à Saint-Étienne, personne ne passe à Saint-Étienne, on va à Saint-Étienne, et c'est la grande différence. Vous noterez que toutes ces villes sont des villes de passage où les gens passent, que ce soit dans le nord, connectés à 3 capitales en moins d'1 heure, etc. Donc ces villes ne sont pas choisies au hasard. Voilà. Et encore une fois, on ne conseille pas une ville plus qu'une autre. C'est vraiment c'est vous qui mettez un peu votre curseur risque-rendement là où vous le souhaitez. Parce que bien sûr, sur Nice-Paris, vous aurez moins de rentabilité brute à court terme, mais peut-être plus de plus-value à long terme. Donc voilà, après, c'est chacun ses croyances là-dessus. Et Isabelle, je crois que tu voulais nous parler d'un investissement en particulier. Enfin, la typologie d'un investissement. Exactement, en fait, mettre le zoom aussi, parce que on pourrait penser qu'investir dans un immeuble complet, ce n'est pas possible. Et en fait, on a des projets où on peut vous présenter des immeubles à partir de 3 logements. On peut monter 4, 5, 6 logements, en fait, en fonction du budget également, mais à partir de 250 000 euros, il est tout à fait possible d'investir dans un immeuble. Alors, ça a beaucoup d'avantages également, parce que là, vous vous retrouvez seul propriétaire, donc il n'y a pas d'autres copropriétaires, donc vous avez une liberté totale en fait de gestion. Vous êtes le seul décisionnaire en fait au sein de votre, enfin pour la bonne gestion de votre bien. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de charge de syndic, puisqu'en fait, c'est vous qui représentez le syndic et qui prenez les décisions. Vous pouvez aussi optimiser les travaux. En tout cas, vous avez la possibilité de les planifier au moment où vous le souhaitez par rapport à vos priorités pour optimiser en fait la rentabilité du bien. Vous avez aussi le choix de définir votre stratégie locative, à savoir entre la colocation, le meublé, voire même également faire des locations courte durée. En fait, il n'y aura pas de difficultés vis-à-vis d'autres copropriétaires ou indiqués dans le règlement de copropriété, puisque c'est vous qui fixez les règles de la gestion de l'immeuble. Et puis, on le voit, et tout particulièrement sur Mulhouse, mais sur Le Havre ou les villes du Nord, en fait, il y a aussi une valorisation qui peut être maîtrisée et optimisée, parce que souvent des immeubles dans lesquels on fait des travaux, donc on améliore le bien. Donc, on l'achète à un prix attractif au mètre carré, on y fait des travaux dont on maîtrise totalement les coûts. Et donc, forcément, ça améliore la valorisation du bien et ça permet souvent des plus-values qui sont également très, très intéressantes. Donc, voilà, on voulait faire ce petit zoom sur un immeuble parce qu'on n'en parle pas toujours. Et en fait, il y a des opportunités avec des budgets qui sont tout à fait moyens ou en tout cas facilement accessibles sur lesquels vous pouvez investir. Et puis, les rentabilités sont dans ces cas-là un peu plus fortes. On peut aller chercher des rentabilités entre 7, 8, 9. Quelquefois, on approche les 10%. Donc, c'est vraiment… 9, ouais.
Pardon. Non, non, je vais pas vendre du rêve. Ouais, on vise neuf. En fait, dès qu'on va au-dessus, en général, on reste très prudent parce qu'il y a souvent un loup. Et nous, et après, on va parler un petit peu d'Expatimo et ça fait partie de nos valeurs. C'est aussi pour répondre à une question de Marc qui me demande peut-on emprunter en tant qu'expatrié avec un apport classique de 10%, plus ou moins frais de notaire, au lieu de 30% annoncé sur votre site. Nous, on est là pour délivrer des projets clés en main fiables. Alors, pour répondre à la question, Marc, oui, j'ai quelques clients qui empruntent avec ces conditions-là, mais c'est une telle minorité que on préfère vous proposer un projet réaliste et vous dire d'emblée qu'il faut 30% de liquidité, 10% d'apport, 10% de frais, 10% de nantissement, plutôt que d'aller sur des promesses qui paraissent trop belles. Donc et encore sur les promesses de rendement, nous on vous parle de rendement brut qui inclut tous les frais d'achat et les rendements nets, tous les frais opérationnels en incluant 2 semaines de vacances locatives par an. Donc sur tous les business plans que l'on propose à nos clients, on a toujours été du côté acheteur. Donc voilà, ça c'est une notion assez importante dans nos valeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conflit d'intérêt à vous proposer un projet plus qu'un autre, parce qu'on se rémunère uniquement sur la partie acheteuse dans la transaction. Et donc voilà. Donc, et surtout sur les business plans, encore une fois, j'y reviens, on met tous les frais possibles. On n'est pas là pour tirer les chiffres vers le haut et donc vers des 10-12% comme certains le font, en oubliant des frais opérationnels, etc. Donc Expatimo, j'ai fondé l'agence il y a 5 ans depuis Singapour en plein Covid. J'ai moi-même donc j'ai déménagé à Singapour en 2014. J'étais salarié, j'ai investi dans l'immobilier en France depuis Singapour, tout à distance. Et le Covid est arrivé et mes copains de Singapour m'ont demandé de profiter du réseau que j'avais créé à titre personnel pour pouvoir investir eux en France. Voilà, pour ceux qui ont vécu le Covid à Singapour, c'était pas forcément évident, on pouvait pas se déplacer, etc. pour visiter. Donc l'agence a été créée comme étant un partenaire de confiance pour les expatriés, pour être leurs yeux sur place et leur partenaire de confiance sur place. Donc on a ouvert au début sur Mulhouse, ensuite sur Montpellier. J'ai racheté une société à Marseille qui s'appelait réussitelocative.fr, je sais pas si certains connaissent, avec Florent Labeille. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Marseille. Et ensuite on s'est étendu notamment dans le Nord, à Paris et au Havre. Le Havre via une acquisition de Gin Kimo en début d'année. Donc voilà, donc maintenant on est capable de délivrer cette valeur sur 10 villes. On a un volume d'acquisition d'environ une centaine de biens par an aujourd'hui. Bien sûr, c'est un taux qui est en croissance. Il faut savoir que l'agence a été est uniquement fondée sur fonds propres. On n'a pas levé de fonds particuliers, on n'a pas de dette non plus. Voilà, si certains ont des questions par rapport à d'autres acteurs qui ont levé des fonds et qui ont fait faillite avant. On gère aujourd'hui bientôt 350 biens, donc appartements, qui ont uniquement été achetés par nos clients. Donc voilà, ça représente mine de rien un volume d'affaires de plus de 2 millions d'euros de loyers encaissés chaque année. Et on a une historique assez forte sur l'Asie du Sud-Est, de par ma présence. Peut-être que certains m'ont vu à la fête de l'école de l'IFS l'année dernière. Enfin, en juin dernier, je veux dire. Donc, on a 40% de notre clientèle qui est basée en Asie du Sud-Est. C'est pour ça que Isabelle va être basée dans cette région dès que son visa sera validé. Donc, et oui, une stat très importante et intéressante, c'est que plus de 30% de nos clients ont déjà réinvesti avec nous, ce qui est dans l'immobilier un taux qui est relativement élevé. Et donc, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, on vous accompagne sur la transaction. Donc, la transaction, ça veut dire qu'on va sourcer le bien pour vous. Encore une fois, on parle de biens à but locatif. On source pas de résidence secondaire ou future principale, c'est uniquement des biens à but locatif. On a également une équipe de gestion de travaux basée dans les différentes villes pour pouvoir gérer les travaux, l'ameublement, la décoration dans le cas du LMNP et la mise en location comme vous l'avez vu. Donc voilà, on a des avis clients qui sont totalement publics. C'est important aussi parce qu'on fait partie des rares agences à laisser notre Google Profil ouvert.
Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des faux avis sur Trustpilot. Nous, c'est pas le cas, c'est uniquement des vrais avis. Je peux vous mettre un projet en face de chacun des avis et vous ferez la comparaison que beaucoup ferment leur Google Review parce qu'en fait, Google n'accepte pas de retirer les avis alors que Trustpilot, oui. Donc voilà, en gage de confiance. Et là, vous voyez Stéphane qui a acheté 2 biens avec nous. On vous enverra la vidéo dans le récap du webinaire avec le replay. Je répondrai aux questions Claire et Flora juste après. Quelques opportunités, voilà. Ouais, qui sont réelles pour le coup. Ouais, voilà, qui sont en cours et qui viennent juste rentrer dans notre portefeuille. 3 exemples très distincts, 3 opportunités à saisir. Donc, le premier, c'est un petit appartement. C'est un studio qui se trouve en plein centre-ville du Havre, dans une petite rue relativement tranquille, mais vraiment proche de toutes les commodités. Donc, pour une acquisition à moins de 100 000 euros, puisqu'en fait, là, tout frais, l'investissement total, donc l'acquisition, les frais de notaire, les frais de chasse, mais également quelques travaux qu'on a prévus en fait dans le studio pour pouvoir notamment aussi le meubler, fait que ça offre une rentabilité à 7,1%. Et voilà, pour un petit invest, donc pour un premier investissement, voilà, c'est le type d'opportunité que l'on peut avoir et qui est très intéressante et qui dégage voilà un cash flow qui est neutre ou légèrement positif. Encore une fois, ces rendements, et on pourra revenir dans le détail si vous êtes intéressé par ces opportunités, comprennent tous les frais d'achat, tous les frais opérationnels dans le rendement net, pareil dans le cash flow avec 2 semaines de vacances par an, 2 semaines de vacances locatives par an. C'est ça, exactement. Une autre opportunité que l'on a actuellement, qui est assez rare, c'est une opportunité à Nice. C'est en fait, donc là on voit l'immeuble, c'est un très bel immeuble avec une belle architecture. Et là c'est un grand plateau qui se trouve au dernier étage, donc qui est déjà très propre, mais cependant où en fait il y a tout le cloisonnement à faire. Donc on a notre architecte d'intérieur qui a travaillé en fait l'optimisation déjà de ces espaces, donc on a potentiellement un plan à proposer. Et pour en faire un joli T4. Donc là, c'est un projet où on peut imaginer de la colocation, entre autres, et pour une rentabilité qui est affichée à 5,84. Hier, on a appris en fait qu'il y avait une négociation possible de 10 000 euros supplémentaires sur le prix de vente du bien lui-même, ce qui fait qu'on approche les 6%. Donc là, pour un investissement d'un peu plus de 300 000 euros à Nice, quelques travaux à réaliser pour transformer un grand plateau en fait en T4. On a une belle opportunité aussi avec un chouette patrimoine qui sur cette ville. Et la dernière, c'est un immeuble que j'ai visité personnellement à Mulhouse la semaine dernière, qui est un ancien immeuble familial qui est à diviser en termes de compteurs. Donc ça, notre équipe a l'expérience. C'est un immeuble entier qui est totalement vide, sur lequel on a beaucoup de travaux à réaliser, environ 120 000 euros de travaux sur cet immeuble où on va pouvoir avoir 3 appartements et exploiter les combles pour faire en sorte que le deuxième étage soit un duplex. Donc ça, c'est le type d'investissement à Mulhouse dont on a l'habitude, dans les quartiers que l'on connaît très bien, sur lesquels donc voilà, on peut avoir des TRI plus importants que d'autres appartements. Et on a une équipe de travaux dédiée à Mulhouse et qui est la plus active d'ailleurs dans notre parc. Et on a totalement l'habitude de rénover ce type d'immeuble en incluant la façade, bien sûr. On vérifie les toitures et toute la structure de l'immeuble. Et l'avantage, c'est que c'est un immeuble qui a été très bien entretenu. Si vous intéresse, je vous montrerai les photos de l'intérieur. On retourne dans les années 60. Les meubles de cuisine datent de cette époque et ont été très bien entretenus, ce qui fait chaud au cœur. Donc voilà, on arrive au bout de la présentation. Donc bien évidemment, si vous souhaitez agir rapidement, avoir aussi un échange personnel pour pouvoir évoquer votre projet plus en détail, n'hésitez pas. On saura vous accompagner de A à Z, là, comme on vous l'a présenté avec William. Autre information, c'est que aussi nos mandats de recherche sont totalement gratuits et non exclusifs.
Donc voilà, vous n'avez aucune obligation vis-à-vis d'Expatimo. Pour nous, la signature d'un mandat de recherche, c'est le moyen d'activer nos chasseurs par rapport à vos critères à vous. Et puis voilà, sur la base de ces mandats, on y va et on vous accompagne. Donc c'est relativement simple et puis sans engagement pour vous. On travaille vraiment en confiance. Donc vous pouvez, voilà, dès à présent prendre rendez-vous avec nous. On vous a donc sur la slide d'après, vous a remis nos coordonnées complètes à William et à moi, donc avec nos numéros de téléphone, nos agences, nos adresses email. Vous pouvez nous écrire, mais on a aussi créé un QR code que vous pouvez scanner et voilà, rapidement, ça met un message directement par WhatsApp. Il suffit de mettre votre nom et votre email et puis on peut prendre rendez-vous très rapidement pour pouvoir évoquer votre projet et vous accompagner. Avant de passer aux questions, en effet, les mandats de recherche, en fait, c'est une obligation en France pour pouvoir travailler avec un professionnel de l'immobilier et ils ont l'obligation pour information d'être gratuit. Je sais que certains le font payer et on est rémunéré uniquement à l'acte de vente, donc au succès, comme le veut notre convention de l'immobilier. Alors, il y a déjà quelques questions, notamment sur Lyon. Pourquoi déconseiller? Alors, on ne déconseille pas Lyon. Et globalement, on déconseille aucune ville. En fait, chacun fait son travail et a ses propres convictions. Lyon, ma conviction, c'est qu'il n'y a que les Lyonnais qui achètent. Paris, vous avez les Parisiens, les provinciaux, les étrangers. Donc, ce qui fait que Paris, pour moi, est un marché équivalent à Lyon, sauf qu'il est beaucoup plus liquide. Donc, personnellement, je préfère me dire que je vais investir à Paris qu'à Lyon. Lyon, j'adore cette ville. Ma grand-mère y habite. J'ai beaucoup de racines en plus sur Lyon. Au-delà de ça, c'est une ville qui, politiquement, depuis 5 ans maintenant, pour moi, est dans une zone, en tout cas, qui a montré dans le passé qu'il n'allait pas dans le sens économique de la ville. Voilà. Après, c'est un avis assez personnel, certes tranché, et je peux très bien comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec moi là-dessus. Mais vu que à l'agence, on fait acheter uniquement des biens qu'on pourrait nous-mêmes acheter, nous, on préfère ne pas proposer Lyon pour ces raisons-là, qui sont. Mais ça ne veut pas dire que c'est un déconseil, que je vous conseille pas d'acheter à Lyon. Si vous avez la conviction que Lyon est la meilleure ville de France et que vous avez vos attaches là-bas et que vous êtes plus à l'aise, allez-y, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pas, voilà, il n'y a pas de déconseil par rapport à cette ville. D'ailleurs, Lyon ou une autre, voilà. Je préfère être clair là-dessus. Nous, on a des convictions sur certaines villes qui sont assez fortes, donc on positionne nos clients dessus. Et chaque conviction peut être différente et bien sûr c'est respecté. Est-ce que si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le chat qui est à votre disposition. On sera ravis donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les sujets abordés ou sur d'autres sujets sur l'immobilier, on est totalement ouvert. Sachant que cette présentation vous sera envoyée également avec le replay, donc vous pourrez aussi la revoir tranquillement si vous le souhaitez. J'en profite pour remercier la CCI de Singapour de nous avoir permis de co-hoster ce webinaire. Merci Alexia pour l'organisation et je crois que depuis 3 ou 4 mois de cet événement. Savez-vous travailler sur les villes en dehors des 10 présentées, par exemple Angers ou Bretagne? Alors nous, non. En fait, il y a 2 choses. Donc, je disais, quand on choisit une ville, c'est la zone économique. Et la deuxième, c'est s'assurer d'avoir un bon partenaire de confiance sur place. Nous, on n'a pas de... voilà, enfin, même si Isabelle vit en Bretagne, les villes en Bretagne, notamment Rennes, personnellement, j'ai moins de conviction sur cette ville que d'autres en France. Et à un moment donné, on doit aussi rationaliser notre offre. Donc, nous, on n'est pas présent en Bretagne techniquement. On est présent en Normandie avec Le Havre. Donc, voilà. Donc, nous n'y sommes pas présents. Après, je suis certain qu'il y a certains acteurs qui sont présents pour vous accompagner si c'est votre conviction. Merci pour vos messages de remerciement. Avec grand plaisir. On espère que ça va pu vous apporter de la valeur et des informations sur ce secteur. Et oui, un point que je voulais préciser, c'est que on n'est pas sectaire sur l'immobilier. À titre personnel, je fais pas que de l'immobilier. On est ouvert sur plein types d'investissements.
mais je suis aussi convaincu qu'avec l'effet de levier, l'immobilier est une opportunité à saisir qui est unique sur le marché de l'investissement. C'est très compliqué de faire un effet de levier sur des actifs mobiliers comme la bourse, etc. Donc il faut, pour moi, équilibrer son portefeuille et faire de l'immobilier avec effet de levier, bien sûr, et faire autre chose à côté. Merci pour vos messages. Merci bien et puis belle fin de journée. Au plaisir de vous accompagner. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. À bientôt. Allez, il n'y a plus de questions. Au revoir.